Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Je m'appelle Shani Roy, Luciani si j'étais luchador, et vous écoutez le podcast Parlons Lutte avec Luciani Libre. Et aujourd'hui, j'aimerais ça faire un retour sur WrestleMania 41. Mes highlights de la soirée, partager ça avec vous. J'ai une liste de choses dans lesquelles je vais parler. Évidemment, je ne passerai pas à côté de Joe Hendry, je ne passerai pas à côté de la finale de Cody Rhodes et de John Cena. Mais je vais aussi parler de des petits trucs là, comme qui ont fait, qui ont enrobé le spectacle par accident, dont le 4 roues qui a foncé dans la foule, mais pas dans la foule de Stone Cold Steve Austin. Fait que on va voir jusqu'où on se rend aujourd'hui. On va voir ça. Cause I believe in Luciani. Cause I believe in Luciani. Alors, pour ceux qui sont nouveaux, vous aurez compris que la chanson d'ouverture de mon podcast que je chante, c'est calqué directement mot pour mot sur en fait un pastiche une pastiche parce que Joe Hendry, c'est le lutteur aux cheveux blonds, aux culottes bleues qu'on a vu affronter Randy Orton comme attaquant surprise. Puis cette personne-là, ben je l'ai vu évoluer juste à temps, parce que j'ai commencé à écouter TNA l'année passée, puis c'était comme le runner-up, c'était le candidat qui était le numéro 2 dans la ligue pour gagner, devenir le champion. Puis on faisait une belle place à ce lutteur-là dans la TNA, puis il a fini par gagner et devenir le champion. Puis là, après, ils ont signé une entente avec la WWE. Donc, la TNA ne fait pas partie de la WWE, mais ils ont signé une entente. Donc, on a vu de plus en plus de lutteurs lutter dans une promotion ou dans l'autre. La première apparition surprise qu'on a vue de Joe Hendry a été au Royal Rumble. Donc, j'ai trouvé ça excellent comme façon de justement bridge the gap entre les deux promotions, parce qu'au Royal Rumble, on est habitué d'avoir des surprises comme celle-là. Donc, des lutteurs ou même des fois non-lutteurs qui font leur apparition dans les 30 qui ont la chance de se battre sur le ring. Puis, ça a été tout à fait hâte de le voir. Maintenant, j'ai été surpris de le voir à WrestleMania personnellement, parce que quand ils ont fait leur tournée européenne, ils sont allés en Angleterre, et ça aurait été une occasion tout indiqué de le ramener à ce moment-là, parce qu'il est anglais d'origine, puis il est très, très connu dans ce pays, évidemment. Puis ils ont décidé de ne pas le faire. Ça a été pour moi une surprise. Et puis là, de l'amener à cette plateforme la plus grande ever dans la lutte, comme adversaire surprise qui remplace Kevin Owens, j'ai été surpris, mais vraiment surpris. Donc, au départ, je me suis dit, crime, est-ce qu'ils font juste presser le citron, puis utiliser toute le védétariat, puis le hype momentané que Joe Hendry suscite en ce moment? Fait que c'était un peu ma crainte. Ma crainte de dire, ils l'ont fait venir là, au plus gros événement. Fait que là, ils ont pas mal fini de faire tout ce qu'il y avait à faire avec Joe Hendry. Ça se peut qu'on l'en reverra plus après, tu sais. C'était comme un petit peu, je pense, une opportunité des deux côtés. Tu sais, une opportunité de Triple H de voir Joe Hendry se battre dans WrestleMania, profiter de sa popularité. Et en même temps, Joe Hendry, c'est sûr, c'est une belle vitrine pour lui. Mais non seulement une belle vitrine, que dis-je, une extraordinaire opportunité pour lui. Mais j'avais cette crainte-là de dire, peut-être ça va finir là. Là, j'ai entendu dans des entrevues que Joe Hendry s'est fait vraiment féliciter de la part de John Cena en coulisses par la suite. John Cena qui lui aurait dit t'as bien fait ça, mon homme, puis tu vas être de retour, inquiète-toi pas. Puis Triple H lui aurait dit la même chose. Dire, regarde, c'était la première de plusieurs, man. OK? Genre, voulant dire, on a des plans pour toi, Tommy. Puis là, ça, d'un côté, je suis comme nice. Mais d'un autre côté, j'espère que c'est pas des paroles vides où ça va justement mener à rien. Je penserais pas. Triple H a l'air d'un gars de parole. Il a l'air d'avoir vraiment un talent pour recruter des talents, justement. Puis je pense pas que ça va foirer. Ça foire, je pense que ça serait de la faute à Joe Hendry rendu là.
Un peu comme ça a été la faute à Matt Riddle qu'il n'a pas percé, parce que Matt Riddle, il a commencé à faire des conneries hors du ring, qu'il a sabotagé sa propre montée, dans le fond, dans le monde professionnel de la lutte. Donc, ça pour dire que je fais un parallèle encore avec le basket. Je me souviens quand Magic Johnson a recruté Lonzo Ball, pour ceux qui connaissent, il a appelé Lonzo la soirée du repêchage, puis il a dit à Lonzo, hey Lonzo, on te choisit premier, genre, on compte sur toi, viens mener notre franchise, ça va être toi le leader, puis à un moment donné, on va voir ton jersey dans les rafters. Là, j'étais comme, bro, calme-toi. Comme, premièrement, je suis un fan de Lonzo Ball en premier, mais deuxièmement, genre, comme tu viens de le recruter puis tu es en train de lui dire qu'on devrait voir son numéro retiré dans les rafters de ton amphithéâtre dans 20 ans, je suis comme, man, tu sais, talk about putting pressure on someone, tu sais. Puis finalement, l'histoire justement, aura pas donné raison à Magic Johnson. Lonzo Ball s'est fait échanger dans sa deuxième saison. Il s'est blessé, il n'a jamais été plus la même personne par la suite. Puis on reste à voir s'il va revenir. Mais tout ça pour dire que Magic Johnson, je pense pas que c'est l'équivalent à Triple H. Je pense que, même si j'adore Magic Johnson, même s'il a eu une excellente carrière de basketteur, comme Triple H a eu une excellente carrière de lutteur, c'est un euphémisme, tu sais. Maintenant qu'ils sont rendus de l'autre côté, dans le fond, dans la gestion, je pense que Triple H fait une job malade. Puis je pense que Magic Johnson fait une job pas boche. Fait que, heureusement, je pense que ça va jouer dans la faveur de Joe Hendry. Puis je pense qu'on peut prendre au mot Triple H quand il dit qu'il y a des plans pour lui. Puis ça, je suis content de l'entendre. Je suis vraiment comme... chanceux, je me trouve chanceux d'avoir pu voir l'évolution de ce lutteur-là. Peu importe où ça termine. Je m'attends pas à ce qu'il devienne une menace à tout casser, mais si R-Truth a sa place depuis les 500 dernières années dans la WWE avec un personnage funny, si The Miz a sa place depuis 20 ans dans la WWE, il n'y a aucune raison, à mes yeux, que Joe Hendry n'ait pas sa place pendant un certain temps dans la WWE. Donc, j'espère que vous voyez les choses de la même façon que moi. Sinon, mais laissez des commentaires, on va s'en chasser parce que ça s'appelle Parlons lutte avec Luciani Libre. Fait que ça, c'est par rapport à Joe Hendry. Maintenant, si on parle du WrestleMania en général, que dis-je? La première soirée était chmu, vraiment de chez chmu. Écoute, le combat de Charlotte Flair. Puis le père, Steve Ric Flair, il a les couilles, man, de tweeter genre « Ah, c'est pas nécessairement le main event qui fait les meilleurs matchs. Ma fille a clairement eu le meilleur match de la soirée. » Genre, je suis comme « Bruh! » Genre, au pire, tweet pas, là, tu comprends? Je comprends que c'est ta fille et que tu veux la cheer up, là. Mais ça, tu aurais pu y dire au téléphone, là, tu comprends? Je veux dire, t'as pas obligé de le tweeter. Qu'est-ce que c'est pas vrai, là, tu sais? Puis, bon, Tiffany Stratton, je pense que elle n'était pas capable de donner un meilleur spectacle que ça parce que Charlotte Flair n'est plus capable de donner un meilleur spectacle que ça. OK? Je pense que Charlotte Flair, ses blessures, puis, tu sais, genre, c'est tout à son honneur d'être revenue après ses blessures, tu sais. Mais elle est plus capable de performer de la même façon qu'avant, puis je pense que ça limite maintenant ses opposants, tu sais, puis c'est dommage, rendu là, tu sais, de ne pas voir des meilleurs matchs que ça, incluant Tiffany Stratton, alors qu'elle est la championne en titre en ce moment de la WWE, tu comprends? Fait que ça, il y a de quoi vraiment qu'il faut qu'il arrange avec ça. Écoute, Ric Flair travaille même plus pour la compagnie, il est rendu un acolyte de Tony Khan dans la AEW. Fait que, tu sais, si j'étais Triple H, je serais comme, bro, comme j'ai pas vraiment de compte à rendre à son papa, même si c'est une légende. Fait que je peux décider de la shelf, là, de la mettre sur une tablette si je veux, parce que ce que ça donne, c'est pas top. Là. Surtout qu'elle essayait de s'accrocher à son rôle de babyface à travers les semaines, alors que les fans ont clairement
statué ne la voyait plus comme telle. Donc, à un moment donné, man, il faut laisser le passé aller pour pouvoir peut-être même se réinventer. Puis c'est ce que je lui souhaite. Parce que moi, j'ai absolument rien contre le népotisme, parce que je l'ai déjà dit dans un autre épisode. C'est bien correct pour moi qu'on ait des histoires de famille dans la lutte, parce que c'est de l'industrie spectacle. Puis c'est juste, d'après moi, logique dans un certain sens, tu sais, d'avoir des Dominique Mysterio qui est maintenant le champion intercontinental, bravo Dominique, être le fils à Rey Mysterio, d'avoir Randy Orton qui est le fils de son père, de Cody Rhodes qui est le fils de son père, d'avoir plusieurs autres que je pourrais nommer qui sont issus d'une famille de champions, d'anciens lutteurs, dont la majorité de la Bloodline également. Aucun problème avec ça. Fait que moi, je trouve ça bien legit qu'ils ramènent ça dans les promos, puis quand ils se chicanent sur le ring, en disant que t'es un Nepo baby, Nepo queen, Nepo ci. Moi, oui, népotisme, mais ça fait partie de la game, puis je suis bien à l'aise avec ça. Fait que c'est vraiment pas pour la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait la tabletter, la Charlotte, mais c'est parce que malheureusement, elle est plus capable de donner ce qu'elle donnait avant. Puis ça vient diminuer la qualité du spectacle, à mon avis. Donc, parlant de quelqu'un qui est plus capable de faire ce qu'il était avant, c'est peut-être ce qui va arriver avec notre Kevin Owens national. C'est triste de chez triste, parce qu'il y avait une petite partie de moi-même qui espérait encore que ce soit un work insane, genre le fait qu'ils disent qu'il ne peut pas participer au WrestleMania à cause d'une opération au cou qu'il a besoin d'avoir. Malheureusement, on a découvert, rendu à WrestleMania, parce que la plupart du monde avait accepté ce fait depuis longtemps, mais moi, j'étais encore dans les étapes du deuil qui était le déni, en me disant que il y a peut-être une chance que Kevin Owens sorte d'en dessous du ring et s'affronte, ou peut-être même arrive à donner un KO par en arrière à Randy Orton. En sortant dans dessous du ring. Mais non, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, il est vraiment blessé, ça c'est vrai. J'espère qu'il va pouvoir revenir pour lui, parce que c'est ce qu'il semble vouloir faire. Il a donné des entrevues excellentes. Je vous encourage à aller les regarder, les écouter. OK, avec Chris Van Vliet, c'est vraiment du bonbon. Il nous raconte sa perspective en tant que lutteur, puis comment il a monté, puis comment il en est arrivé, là où ce qui est arrivé, en nous disant que il n'a pas la shape d'un lutteur, il n'a jamais essayé d'avoir la shape d'un lutteur, puis que, dans le fond, il pense qu'il est juste capable de connecter avec la foule un peu mieux que les autres, puis que la raison pour laquelle il est capable de connecter avec la foule mieux que les autres, c'est parce qu'il est un fan à la base. Il a dit lui-même, moi, je suis un fan de la lutte, je suis un fan de cette industrie, et j'ai juste trick people, hein, j'ai juste berné les gens en leur faisant croire que j'étais capable de lutter, et voici qu'est-ce que ça donne. Ça donne un gars qui n'a pas une shape de lutteur, qui a une shape de fan, mais qui donne un spectacle à tout casser, puis on se le cachera pas. Il amène bien plus que ça, puis c'est un petit peu humble de sa part de dire que ça se résume à ça, de sa capacité de connecter avec les fans. Il a un réel talent au micro et un réel talent dans le ring pour sell, puis pour faire des stunts impressionnants. Donc, bravo à Kevin Owens. Sa carrière, si ça termine maintenant, j'espère que non, mais si ça terminait maintenant, écoute, il aurait vécu son dernier match à Toronto, donc en sol canadien, même si c'est pas en sol québécois, à Elimination Chamber, contre son acolyte de toujours, Sami Zayn, dans un match non sanctifié par la WWE, donc dans un match, tout était permis. Donc, je souhaite pas que ce soit son dernier match, mais si c'était son dernier match, c'est une façon poétique de clore une carrière, si vous me demandez mon avis. D'accord, donc. Voilà ce que j'avais à dire à propos de ça. Maintenant, quelques points en rafale. J'ai pas trippé que ce soit à Las Vegas, pour plusieurs raisons. Premièrement, le stade était pas plein, là, puis ça, même s'ils disent que c'était plein, c'était pas plein. Là. J'ai vu plein de vidéos de fans nous montrer de où ils étaient assis, que c'était scattered, hein, que c'était éclairci dans les gradins à certains endroits. Il y avait beaucoup de sièges vides entre les sièges de gens qui avaient acheté leurs billets. Donc,
Ça, c'est un petit peu la réalité des endroits où ça coûte cher. Tu sais, la réalité des endroits où ça coûte cher, ça finit toujours comme ça, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se payer des billets parce que c'est juste trop cher. Fait que finalement, ben, on paye le prix en sens où c'est pas rempli à pleine capacité, tu sais. Puis, tu sais, entre vous et moi, au-dessus du stage, ils avaient cette année, tu sais, une espèce de façade qui ressemble à un gratte-ciel, tu sais. Mais puis derrière ça, c'était des bâches noires qui couvraient, tu sais, les sections qui s'y trouvaient, parce que sinon, évidemment, si t'es assis là, tu vois rien à cause de la façade gratte-ciel qu'ils ont érigée afin de faire de quoi d'impressionnant pour le WrestleMania 41. Mais s'ils avaient vendu plus de billets que ça, fiez-vous sur moi que le décor aurait changé, qu'ils n'auraient probablement pas mis cette façade très haute et qu'il y aurait probablement eu des fans derrière. C'est ce qu'ils ont fait dans d'autres événements PLE cette année. Quand c'était vraiment vendu à pleine capacité, ils mettaient des gens tout autour de l'arène et on pouvait voir par-dessus, dans le fond, l'entrée des lutteurs, puis il y avait des gens qui étaient assis dans les gradins à cet endroit-là. OK. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle que j'ai pas tripé que ce soit à Las Vegas, personnellement. Euh, une autre des raisons, c'est à cause du différé. Tu sais, c'est comme 3 heures plus tôt là-bas. Puis, pour moi, je trouve que le spectacle se trouve naturellement enhanced, OK, amélioré et augmenté s'il fait noir. Puis la seule lumière qu'on a, c'est la lumière artificielle des projecteurs. Puis comme on est à Las Vegas, puis que le toit de l'amphithéâtre est vitré, ben la lumière du jour traverse, puis ça vient, d'après moi, nuire à la puissance du moment. Parce que il fait clair, tu sais, puis il fait clair jusqu'au main event. À SummerSlam, cet été, il faisait clair au début, mais il faisait noir à la fin. Puis ça donnait vraiment une ambiance totalement plus haute que quand il faisait clair. Ça amenait quelque chose de plus. Mais ça, regarde, ça va arriver, une fois sur deux, vous allez me dire, parce que un an, ils vont le faire dans l'Est de les États-Unis, puis un an, ils vont le faire dans l'Ouest. Puis comme c'est le futur horaire de l'Est qui dicte l'heure de diffusion, parce qu'on ne veut pas que ce soit plus tard que 8 heures dans l'Est que ça commence, on va toujours commencer plus tôt lorsque ce sera dans l'Ouest. Donc, à chaque fois que ce sera dans une ville proche de l'océan Pacifique, on va malheureusement, à moins qu'il y ait un toit opaque, avoir cet aspect-là qui joue en défaveur, je trouve, à l'événement. Puis bon, c'est une opinion très personnelle, encore une fois, mais quelque chose qui, moi, m'a titillé un peu. Si je continue, encore une fois, on a essayé de faire des entrées intéressantes avec les autos, là, tu sais, les autos de luxe. Mais ça venait comme couper un petit peu, là. Tu sais, c'est comme coït interrompu. Genre, nous, en tant que fans, je pense qu'on aime les recettes répétitives, tu sais, d'où l'entrée des lutteurs. On s'attend à ce que le Rhea Ripley rentre en faisant son coup de pied à terre pour entendre le pow. On s'attend à ce que Cody Rhodes se mette à genoux et cogne le sol. On s'attend à ce qu'il y ait à défaut d'avoir une meilleure façon de le décrire, le tourniquet d'étincelle derrière la tête de Penta quand il rentre. Alors que là, à WrestleMania, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça parce que les voitures de luxe venaient couper un peu cette entrée des lutteurs-là. Penta, on n'avait pas ce tourniquet d'étincelle derrière sa tête. Tu sais, c'était en haut de la façade du building. Probablement intéressant, c'était là sur place. À la télé, ça fait une entrée moins haute que les Raw et les SmackDown, alors que t'es WrestleMania. Et tu sais, j'ai entendu quelqu'un dire que dans le temps de Vince McMahon, on ne pouvait pas ne pas savoir que c'est WrestleMania parce qu'il y avait des logos de WrestleMania partout. OK? Il y en avait tout le temps, tout le temps. Fait que là, tu pouvais tout le temps savoir que tu étais là. Mais alors que dans ce cas-ci, dans beaucoup des plans de caméra qu'on avait, on ne savait pas, on n'aurait pas, c'était pas évident que c'était WrestleMania parce que c'était pas écrit partout. Tu sais? Fait que moi, c'est quelque chose d'autre qui m'a un peu déplu, c'est de pas avoir cette jouissance collective, excusez-moi l'image, de pouvoir vivre les entrées chéries de nos lutteurs
fidèles à ce qu'elles sont ordinairement. Donc ça a été quelque chose qui m'a dérangé également. Un des highlights de la soirée pour moi, ça a été par rapport aux entrées, justement, là, je continue sur sur ce sujet-là. Ça a été l'entrée de CM Punk à la soirée numéro 1 de l'événement. CM Punk qui est rentré sur sa chanson habituelle, qui est Cult of Personality, mais avec le band original de la chanson Living Colour. Écoute, un band de rock entièrement black des années 80. Quelque chose qui était probablement plus marginal qu'autre chose. Ils étaient sur place en train d'interpréter leur succès de 1989, Cult of Personality, justement, qui est la chanson de CM Punk. Man, j'ai trippé solide. Donc ça, c'est comme le highlight de la soirée 1 de WrestleMania, mis à part Paul Heyman, qui a sauvé la mise, fois 1 million. OK? Puis, encore une fois, c'est sûr que quand j'enregistre mes podcasts, je me vante juste de mes bons coups, fait que vous n'entendez pas mes bad takes, puis vous entendez juste mes good takes. Mais c'est pas grave, ça va juste à partir de votre podcast. Vous allez pouvoir vous alpétrer bretelles comme moi, autant que vous désirez. OK. Ce que je voulais dire par ça, c'est que quand la soirée était à chier, genre la soirée numéro 1, j'ai dit à mon frère et à son ami Marc-André qu'on regardait ensemble la soirée, tu sais, et sa femme Sandra, Marc-André, peu importe, on était 4 dans le salon. Puis j'ai dit, il y a une seule personne qui peut sauver la soirée, c'est Paul Heyman. Paul Heyman qui va arriver parce qu'il doit une faveur. La faveur, c'est dans le coin à CM Punk. Fait que là, il va arriver, il va être dans le coin. Puis là, tu sais, c'est genre le seul drama qui pourrait sauver la soirée. Puis, effectivement, sur ça, j'ai eu raison. Parce que Paul Heyman a fait un job magnifique de nous amener à gauche puis à droite, puis encore à gauche. Il nous a break the ankles, pour prendre un terme de crossover de basketball encore une fois. Il nous a shake big time en nous faisant croire que après, il avait donné son allégeance à un. Après ça, non, c'est pas vrai à l'autre. Puis après ça, tant vos crises de face, c'était pas vrai les deux. Asti, mon allégeance maintenant est avec Seth freaking Rollins. OK, sauf Seth Rollins, qui, donc, ça pour dire que ça, j'avais calé, mais j'avais juste jamais calé qu'il allait finir du bord à Seth Rollins. OK? Donc, Seth Rollins, qui, d'après moi, a été la deuxième personne qui a volé le show. Pendant le combat, j'étais comme, slack, man. Même quand c'est lui qui se fait frapper, c'est lui qui donne le show. Son selling, il est genre next level, là, tu sais, le selling à Seth Rollins. Puis j'ai jamais été un big fan de lui jusqu'à présent, mais cette journée-là, j'étais comme, bro, je vois la qualité de lutteur en lui, man. Puis j'étais comme, man, si on va faire gagner quelqu'un, ça serait pas une mauvaise idée que ce soit lui, parce que CM Punk, il arrive à 82 ans l'année prochaine. Roman Reigns, il se bat une fois par année puis sextile. puis Seth Rollins est plus jeune, puis il est actif. Puis non seulement il est plus jeune, puis il est actif, mais il est hot en tabarnak, là. OK? Fait que j'ai trouvé ça bien qu'il le fasse gagner. J'aurais préféré qu'il le fasse gagner autrement. Donc, dans le sens où d'une manière plus honorable. Mais en tout et partout, je pense que c'est un bon corps de la WWE de lui avoir donné cette victoire. Bon. Je suis rendu où? Rapidement. La WWE a acheté la AAA Lucha Libre. Donc, cette ligue mexicaine, okay, dont j'ai parlé dans un de mes premiers épisodes, ils ont acheté la AAA Lucha Libre. Donc, vraiment hot. Je sais pas ce qu'ils vont refaire avec ce produit-là, mais probablement améliorer la qualité de production parce que, comme je disais, c'est des crises de beaux matchs, puis de belles foules, puis des amphithéâtres pleins. C'est comme aux États-Unis par rapport à SmackDown puis Raw, là. Ils remplissent des stadiums, là, puis des arénas. Mais la qualité de production n'était pas terrible. Les caméras,
ça filait pas 4K, là, puis la lumière était pas adéquate. Je te le disais, là. Le stage n'était pas éclairé correctement, assez. Ça rend l'expérience un petit peu poche. Les micros sont mal synchronisés. On entend des fois la foule, des fois pas, des fois on entend mal les commentateurs, tu sais, je veux dire. Fait que j'ai hâte de voir si la qualité de production de la AAA va pouvoir être améliorée. Si vous voulez voir leur produit, jusqu'à date, c'était disponible sur leur chaîne YouTube en différé. Donc, je sais pas si ça va changer aussi, mais encore une fois, c'est une grosse nouvelle qu'ils ont annoncée en fin de semaine, parmi tout ce qui a été annoncé. Je suis sur le bord d'arriver, donc je vais probablement devoir terminer, puis j'aurai pas passé tous mes points, mais ça, c'est pas grave. Ce que je dirais pour l'instant, en regardant rapidement, je vais revenir un peu sur ce que je disais l'autre jour. Je trouvais que les finishers perdaient de leur lustre quand tu as besoin de faire 8 fois ton finisher pour pouvoir gagner le combat, mais appelle pas ça un finisher, appelle ça un signature move, tu sais. Puis ça a été vrai puis pas vrai dans la soirée de WrestleMania parce que dans le combat de Logan Paul contre The Phenomenal AJ Styles, AJ Styles allait faire son finisher qui est le Phenomenal Forearm quand il sort de la troisième corde, qui donne son coup, man, c'est sick rare ce move-là. Ce move-là a été avorté, OK, aborted. Puis tout de suite après, Logan Paul, lui, a fait son finisher en étant le pulverizer. Puis là, il a gagné sur ce finisher-là. Fait que j'étais comme, OK, man, on rend les lettres de noblesse au finisher. J'aime. OK? Donc, le finisher n'a pas land de AJ Styles. Celui de Logan Paul a land, puis il a gagné. Good! Fait que probablement que je parlerai plus de la soirée 2 et probablement de justement John Cena et de Cody Rhodes dans le prochain épisode parce que là, j'ai pas le temps. Mais ce que je dirais, si jamais j'en reviens pas là-dessus dans le plus tard, c'est que moi, j'étais ravi qu'il donne la victoire à lui, comment dirais-je? J'ai oublié son nom. Can't see me, can't remember my name. John Cena. Parce que je voulais qu'il batte le record. Je voulais qu'il ait 17. Je voulais qu'il batte Ric Flair. Puis je pense que c'était mérité. Puis je pense que on a pu apercevoir John Cena se prendre au piège dans le sens où avoir du plaisir à se battre. Il a fait son Can't see me à la foule alors qu'il est supposé haïr la foule, mais c'était comme on dirait un petit cadeau qu'il leur donnait comme qu'il le faisait avant. Puis, tu sais, je veux dire, comme, en tout cas, j'en reparle la prochaine fois parce que sa conférence de presse était sick après. On l'a pas vu sur Netflix, mais c'était vraiment génial. Puis, il a fait 4 attitude adjustment à Cody. Fait que ça, c'était malade aussi. Fait qu'on s'en reparle pour le reste, mais c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez me suivre sur Facebook, j'ai une page Facebook Parlons Lutte avec Luciani Libre. Puis, site internet parlonslutte.ca pour écouter mes épisodes de podcast sur toutes les plateformes également. Donc, écoutez-moi sur YouTube, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Ou écoutez-moi sur les plateformes de podcast. C'était Luciani Libre. Chani Roy. Luciani Libre. Si j'étais Luchador, c'était un autre épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre.